Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 54 One pour votre édition du soir. Nous sommes le mardi 9 octobre, je vous propose de commencer tout de suite avec les titres. On continue de suivre les élections au Cameroun. Après le vote de dimanche, Maurice Kamto s'est déclaré grand gagnant sans attendre les résultats officiels. Nous verrons également la réaction des Camerounais à ce scrutin avant de se pencher sur les enjeux économiques que devra relever le nouveau gouvernement. Nous aurons en direct pour nous en dire un peu plus Romuald Zomo, le président d'Afrique et Nouvelle Interdépendance. Dans l'actualité également, la ministre des Armées françaises est en déplacement au Tchad. Elle y a rencontré les soldats de l'opération Barkhane et le président tchadien Idriss Déby. Et enfin, un dossier ce soir, l'éducation en Guinée et au Burkina Faso. Nous vous proposons deux reportages suivis d'un direct entre manque d'équipement et grève. Les étudiants de ces deux pays peinent à étudier dans le calme. Je vous le disais, au lendemain du scrutin et avant même la proclamation officielle des résultats, Maurice Kamto revendique la victoire à l'élection présidentielle camerounaise. Un pied de nez au président Paul Biya, grand favori du scrutin. Le résumé de la journée post-électorale au Cameroun. L'ancien ministre délégué à la justice et avocat Maurice Kamto est aussi le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Il avait reçu vendredi dernier le soutien d'un autre candidat de poids, Akere Mouna, qui s'était retiré de la course en sa faveur. Devenu l'un des principaux rivaux du président sortant Paul Biya à la présidentielle de dimanche au Cameroun, Maurice Kamto a revendiqué la victoire, affirmant avoir marqué le pénalty. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Maurice Kamto a dénoncé de multiples cas de fraude orchestrés, selon lui, par le pouvoir. Durant la campagne officielle, M. Kamto a tenu pas moins de 12 meetings dans tout le pays qu'il a sillonné sans relâche depuis le lancement de son parti en 2012. Les résultats officiels de la présidentielle camerounaise, quant à eux, seront annoncés dans les prochains jours. Avant notre direct avec Romuald Zomo, je vous propose de continuer de parler du Cameroun avec notamment la réaction de la population sur place. Focus sur l'abstention, grande gagnante de ce scrutin, mais aussi sur les violences qui ont eu lieu notamment dans l'ouest anglophone du pays. Sur place, les résultats sont attendus, mais ils ne pourraient tomber que dans 2 semaines. Dès dimanche soir, les résultats de centaines de bureaux de vote sur 25 000 installés dans tout le pays circulaient sur les messageries WhatsApp, Facebook et Twitter, laissant entendre un intérêt particulier des jeunes pour la politique de leur pays. Les jeunes vraiment sont impliqués dans le mouvement politique et c'est une bonne chose. Mais dans les années à venir, quand même, il va falloir que le gouvernement s'arrange de telle sorte qu'on ait des cartes au moment opportun, parce que certains étaient inscrits, n'avaient pas les cartes. Seulement, au lendemain de ces élections, le grand vainqueur pour le moment est l'abstentionnisme, un constat dû notamment aux violences des séparatistes anglophones dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays et à une certaine désillusion comme une fatalité du clan Biya à remporter une fois de plus cette élection. Ce que nous allons dire actuellement, c'est que les Camerounais ne doivent plus commettre les erreurs que nous avons observées. De par le Cameroun, beaucoup ne se sont pas inscrits. Qui font les bruits?
beaucoup ne se sont pas inscrits. Après les élections, certains ont sollicité que tel sera le vainqueur alors qu'ils n'ont même pas voté. C'est insignifiable. Outre Paul Biya, 7 candidats attendent les résultats des urnes, parmi lesquels 2 pourraient espérer un score significatif, Maurice Kamto, autoproclamé vainqueur, et Cabral Libi. Voilà pour ces deux reportages qui retracent l'atmosphère au Cameroun 2 jours après l'élection du nouveau président. Alors normalement, nous avons Romuald Domzo en direct avec nous, qui est le président de l'ANI, Afrique et Nouvelle Interdépendance. Monsieur Zomo, bonsoir, merci d'être avec nous. Une première question, je voudrais revenir sur la prise de position de Maurice Kamto. C'est totalement inédit. Qu'est-ce que ça veut dire de la politique au Cameroun? Est-ce qu'en fait tout y est permis? Oui, en fait, si vous voulez, merci de me passer la parole pour donner mon avis par rapport à cette élection. Vous savez, comme vous le dites si bien, cela va faire 36 ans que le président Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Et si on devait faire un diagnostic, si on devait faire un bilan de ces nombreux mandats, il n'y a pas de doute que s'il y avait une opposition bien organisée, bien structurée dans ce pays, la question de l'alternance ne serait pas posée. Donc, nous n'en sommes même pas à dire si oui ou non le président Biya a bien travaillé. Nous en sommes à nous poser la question de savoir qu'a fait l'opposition camerounaise pour mériter le suffrage des Camerounais. Et vous allez le constater, et vous avez M. Kamto, qui est un professeur aguerri et mérite reconnu, qui n'a pas été en capacité de mettre de l'eau au moulin, organiser l'opposition pour qu'elle puisse compétir dans les conditions qui lui auraient permis justement de remporter cette élection. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous avez un corps électoral qui a été taillé sur mesure, un corps électoral qui a été taillé sur mesure depuis quelque temps. L'opposition aurait été plus maligne de contester, je veux dire, pas le corps électoral, je parle du code électoral. L'opposition aurait été plus maligne de contester ce code électoral pour l'organiser de telle sorte qu'elle ne souffre d'aucun soupçon. Mais il se trouve qu'en acceptant même de se rendre aux élections, euh, ils sont allés aux élections, ils ne se sont pas préparés, hein, l'opposition ne s'est pas préparée, et nous nous retrouvons dans une situation où, pour des candidats comme M. Kamto, il s'est lancé il y a pratiquement Zomo, 6 mois. Il y a 6 mois, nous avons commencé à le voir véritablement se prononcer. Ils ne se sont pas pris en amont pour l'inscription sur les listes. Le seul candidat qui a pu le faire, c'est le candidat Cabral Libi, qui a manifestement mis en place une stratégie d'inscription sur les listes. C'est un peu à se demander si le professeur Kamto, qui est un très grand avocat, ignorait que ce sont les inscrits qui votent. Ce n'est pas faire foule, ce n'est pas de faire foule qu'il s'agit, mais d'avoir un grand corps, un grand nombre d'inscrits qui pourra peser pendant l'élection. N'oublions pas, par ailleurs, oui, je vous écoute. Monsieur Zomo, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que vous regrettez finalement que l'opposition n'ait pas été capable de s'organiser correctement. Et est-ce que du coup, cette intervention de Maurice Kamto décrédibilise en fait son action? Tout à fait. Je n'ai pas saisi toute la question, mais je voudrais dire ici clairement que c'était une élection gagnable. C'est-à-dire qu'on ne se serait pas retrouvé dans une situation où le professeur Kamto annonce sa victoire avant que les institutions habilitées à le faire l'auraient décidé. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous avons tiré une sonnette d'alarme. Depuis, nous avons insisté nous avons... Monsieur Zomo, merci. Excusez-moi, je n'ai pas un retour efficace. Donc, si je ne peux pas répondre, c'est bien dû au fait que je n'ai pas un retour. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas interagir avec vous. Merci, Monsieur Zomo, pour cette prise de position.
Si le Cameroun est sur le point peut-être de renouveler sa classe politique, il y a un enjeu de taille qu'il s'agira de gérer, c'est la crise économique qui sévit dans le pays. Chômage, conflits armés, soulèvement anglophone ou encore présence de Boko Haram au nord, autant de facteurs qui pèsent sur la croissance du Cameroun. Le Cameroun en crise, tant économique avec un taux de chômage grandissant que politique dans les régions anglophones du sud-ouest ou encore le nord sous les attaques du groupe Boko Haram. Après les élections de dimanche, la population qui a choisi en masse l'abstention attend tout de même un renouvellement et une cessation dans les conflits, notamment face aux anglophones. Avant, quand on venait au marché, on voyait beaucoup de monde. Mais maintenant, vous ne voyez plus personne. Les gens ne viennent pas sur le marché parce qu'ils ont peur à cause de la crise. Dans les deux régions anglophones où vit 20% de la population camerounaise, le cacao et le café sont deux produits phares. 45% du cacao produit au Cameroun l'est au sud-ouest et 75% du café arabica camerounais vient du nord-ouest. Mais dans un rapport diffusé mi-septembre, le JICAM estime que les recettes d'exportation de ces deux denrées ont chuté de 20% à cause du conflit. Dans la région de l'extrême nord, cible depuis 2014 des assauts répétés du groupe armé Boko Haram, l'impact économique est différent. Au contraire des régions anglophones dynamiques et historiquement créatrices d'emplois, l'extrême nord se caractérise par un retard de développement criant. La crise économique que traverse le Cameroun est imputée par certains au long règne du président Biya. Notre président est au pouvoir depuis 36 ans et il n'y a pas eu de changement. Alors tout le monde est en colère. Je suis en colère. Nous allons à l'école et tu sors sans travail. Rien, rien. Tout le monde est en colère. Dans le sud-ouest, 246 000 personnes ont fui leur domicile et 25 000 ont quitté le Cameroun vers le Nigeria, selon l'ONU. Aucun bilan statistique n'est disponible pour le nord-ouest. En politique toujours, Madagascar se prépare aussi à élire son prochain président. Ce sera le 7 novembre prochain pour le premier tour. Pas moins de 36 candidats se disputent le poste de chef de l'État. Parmi eux, 3 anciens présidents. Ils ont débuté leur campagne officielle hier, tambour battant. La campagne malgache pour l'élection présidentielle du 7 novembre prochain a été lancée sur les chapeaux de roue. Les 3 anciens chefs d'État du Madagascar, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et le président sortant Heri Radjanoari Mampianina, les grands favoris du scrutin, ont déployé caravanes, banderoles et slogans. Dans les rues pendant 2 mois, des centaines de partisans de l'opposition ont occupé quotidiennement la place du 13 mai afin d'exiger d'abord le retrait de lois électorales jugées favorables au président sortant, puis réclamer tout bonnement sa démission. Saisie du dossier, la Cour constitutionnelle a ordonné la formation d'un gouvernement de coalition qui a permis de sortir de l'impasse et de ramener un peu de sérénité. Mais les rivalités entre les 3 principaux prétendants ont vite ressurgi à l'approche de l'élection, chacun y voyant une issue à son avantage. J'ai confiance, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance en notre victoire. Vous êtes la preuve qu'Antananarivo est à nous. Les 2 rivaux du président Radjaonari Mampianina ont affiché sans retenue leurs moyens, leurs promesses et leurs ambitions. Je suis convaincu que dans 1 mois et demi, nous allons écrire une nouvelle histoire pour Madagascar. 36 candidats ont été retenus pour les 2 tours du scrutin présidentiel les 7 novembre et 19 décembre prochains dans un pays qui reste l'un des plus pauvres au monde. Donald Trump l'a officialisé cet après-midi. Nikki Haley démissionne. L'ex-gouverneur de Caroline du Sud était ambassadrice américaine à l'ONU, mais également ministre de l'administration Trump. Le président des États-Unis et Nikki Haley se sont rencontrés ce matin avant d'officialiser ce nouveau départ de la Maison-Blanche. Dans le même temps, la désormais ex-ambassadrice à l'ONU a annoncé qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle de 2020. Aujourd'hui, la rédaction de 54 One a décidé d'ouvrir un dossier consacré à l'école en Guinée et au Burkina Faso. Entre grève des enseignants ou manque d'équipement, les 2 pays sont confrontés à un challenge éducatif. Nous vous proposons donc 2 reportages tournés par nos correspondants sur place. Nous retrouverons ensuite Aïssatou Bari, notre correspondante en Guinée. Donc on commence avec la Guinée. La rentrée scolaire, c'était la semaine dernière, mais depuis
peu d'élèves ont réellement rejoint les bancs de l'école, ainsi que les professeurs, en cause une grève du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée. Ils réclament une augmentation de 8 millions de francs, soit un peu plus de 770 €. Le reportage de notre correspondante sur place, Aïssatou Bari. Nous sommes aux écoles de Kipé, situées dans la commune de Ratoma à Conakry. Peu d'élèves sont présents. Au lycée Kipé, par exemple, sur 24 salles de classe, seulement 7 sont occupées par des élèves dont le nombre varie entre 5 et 15. Les autorités de l'école estiment que malgré le peu d'affluence, la rentrée a été effective. Mes professeurs sont venus en grand nombre et les élèves aussi viennent petit à petit parce que les parents, difficilement lâchent leurs enfants. Ceux qui ont eu le courage iront dire aux autres en réalité qu'ils ont fait cours. À l'école primaire de Kipé 2, les cours ont effectivement repris. Cet enseignant titulaire pense que plusieurs facteurs sont à la base du peu d'affluence des élèves et des maîtres. Il y a certains parents qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts parce que vraiment ça ne va pas financièrement. Il y en a d'autres qui disent que nous préférons garder les enfants d'abord jusqu'à ce que nous allons voir ce qui va se passer le lundi. Ce lundi est une journée décisive dans le bras de fer qui oppose le SLEG et le gouvernement. En effet, pour contre-attaquer le mouvement de grève lancé par le SLEG, le gouvernement a menacé de remplacer les enseignants qui suivront le mot d'ordre de grève par des contractuels fraîchement sortis des instituts d'enseignement. Le constat est amer un peu au niveau du lycée Kipé. Donc je suis venu constater un certain nombre de contractuels entre les 4 murs du lycée Kipé qui ne sont pas officiellement engagés à la fonction publique. Est-ce que vous pouvez comprendre? Qui n'ont pas suivi la formation pédagogique. Derrière la cour de l'école, des élèves sont venus sans leur uniforme s'assurer de la reprise des cours. Comme Souma dit aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison, maman m'a dit de venir en civil pour voir si c'est vrai les professeurs sont présents ou le cours a commencé. Pour ces quelques élèves présents, difficile de prendre parti. Ce qui est primordial pour eux, c'est de reprendre les cours normalement, sans perturbation. Que cette grève doit cesser parce que vraiment ça nous embête beaucoup. Il faut qu'ils trouvent un arrangement pour qu'on puisse étudier. Ils disent que nous sommes les futurs cadres. Pourquoi alors ils nous empêchent d'étudier? Depuis la suspension des négociations le 1er octobre dernier, aucune autre rencontre n'a eu lieu entre le gouvernement et le SLEG. En attendant, gouvernement et SLEG restent campés sur leur position. Alors nous sommes en direct avec Aïssatou Bari. Aïssatou, on vient de voir votre reportage dans lequel il y a des étudiants qui mettent parfois 4 à 6 ans pour avoir une licence, un master. Et il y a une grève donc, de ces syndicats enseignants. Et c'est une grève qui dure depuis plus d'1 an, vous me le disiez cet après-midi. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement ? Oui, Laïla, comme je te l'ai dit le matin, le gouvernement est campé sur sa décision. Donc, ils disent qu'ils ne peuvent pas payer des millions de francs par mois demandés par le SLEG. Et l'argument placé par le gouvernement est que si les enseignants touchent cette somme de 8 millions de francs guinéens qu'ils demandent, et que tous les autres fonctionnaires demanderont la même chose. Donc, l'État se dit qu'il ne peut pas s'engager à 8 millions de francs. Donc, le désaccord sur ce point ne date pas d'aujourd'hui. L'année scolaire dernière, élèves et enseignants sont restés 2 mois sans étudier parce que le gouvernement a fermé les écoles vu les manifestations des élèves qui soutenaient vraiment leurs professeurs. Pour boycotter grève pour cette année scolaire, le gouvernement avait bloqué les salaires de base de 11 148 enseignants, et ce qui a énervé vraiment le SLEG, qui demande de repayer ces enseignants qui ont participé au mouvement de grève de l'année dernière. Donc, ce lundi 1er octobre, le gouvernement et le SLEG ont eu une nouvelle journée de négociation qui n'a également pas abouti, d'où la grève lancée par le syndicat prévu pour la rentrée ici en Guinée. Face à cela, 2 mesures sont envisagées par le gouvernement guinéen. Primo, priver tout enseignant gréviste de salaire pendant tout le temps que va durer la grève. Et secondo, procéder à un licenciement ou au remplacement au pied levé des enseignants qui observent le mot d'ordre de grève. Et concrètement, donc pour l'instant, la grève elle continue. Le gouvernement est
et SLEG sont campés sur leur position, comme je l'ai dit. Mais néanmoins, le SLEG demande les négociations, même pendant cette période de grève. Ils se disent ouverts à une éventuelle négociation avec le gouvernement. Merci beaucoup. On a quelques petits problèmes de transmission. Je vous remercie pour ces précisions. Et Satou, vous êtes notre reporter en Guinée. On poursuit avec notre dossier école. Je vous propose à présent d'aller au Burkina Faso, où les années à l'université se suivent et se ressemblent pour les étudiants qui peinent à valider leur licence ou leur master. À Ouagadougou, pas de grève, mais manque de professeurs, d'équipements, de laboratoires, bref, d'infrastructures décentes à l'éducation des étudiants. Je vous propose de regarder le reportage de notre correspondant sur place, Souleymane Kwenda. Nous sommes à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Maïga Abdoulaye est étudiant en licence en sciences de la vie et de la terre. Ce matin, il devait avoir cours, mais faute d'enseignants, il est obligé de se rabattre sur le restaurant universitaire. Et le constat qu'il y a au restaurant universitaire, c'est à l'image même de toute l'université. Voilà, dans tous les autres affaires, de façon générale à l'université, rien ne va. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'amphi. Voilà, ce sont les mêmes amphis des années 50, là, la plupart, ce sont ces mêmes amphis qui tiennent. Le manque d'enseignants est un problème récurrent à l'université de Ouagadougou. Puis encore, il touche pratiquement tous les départements et retarde les différents cycles universitaires. Nous, particulièrement, notre promotion, c'est la promotion 2014 et actuellement, on est en deuxième année. Donc, ça fait à peu près 4 ans comme ça qu'on est en deuxième année. Cette année, on devrait quitter avec la licence, mais malheureusement, nous sommes toujours en deuxième année. Les gens sont en train de fuir et abandonner l'université. Voilà, avec le retard, 6 ans pour avoir la licence, quelqu'un qui n'a pas le moral, il l'abandonne. En plus de ces retards, trouver un plat au restaurant universitaire et un lit en cité relève d'un parcours de combattant. Et cela fait des années que le problème perdure à l'université de Ouagadougou. Je prends le cas de la cité universitaire de la Padoue. Il y a des chambres à 2, il y a des chambres à 6. Et dans ces chambres-là, quand vous rentrez, les chambres à 2, pratiquement, c'est 4 ou 6 personnes qui sont dans ces chambres-là. Les chambres à 6, c'est les bunkers qu'on appelle communément bunkers. C'est plus de 10 étudiants. Et quand c'est comme ça, il n'y a pratiquement pas d'espace pour bosser. Il y a le bruit qui est là, donc ça fait que carrément, on n'a pratiquement pas étudié, puisque les conditions ne sont pas réunies. Ces dernières années, l'État burkinabé a engagé des réformes en vue de normaliser les années académiques dans les différentes universités publiques du pays. Parmi ces réformes, on note l'instauration du système licence-master-doctorat, le recrutement d'enseignants, la création d'universités publiques dans les grandes villes du pays et des inscriptions en ligne pour les nouveaux bacheliers. La ministre des Armées françaises, Florence Parly, est au Tchad, à N'Djamena. Elle a rencontré les soldats de la force française Barkhane. L'opération est en cours depuis le 1er août 2014. Cet après-midi, elle a rencontré le président tchadien Idriss Déby. La ministre française des Armées est à N'Djamena au Tchad, un déplacement purement sécuritaire consacré à la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad et au Sahel. En plus de la visite aux militaires français de l'opération Barkhane, Florence Parly a eu des échanges avec le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. Madame Parly et le président tchadien sont revenus sur la situation fragile en Centrafrique, objet d'une particulière vigilance selon la ministre française de la Défense, mais également la situation en Libye. Nous avons évoqué ensemble les questions régionales, c'est-à-dire la situation en Libye, puisque une attaque très violente a frappé le nord du Tchad il y a quelques semaines de cela. Et puis nous avons également évoqué la situation en Centrafrique, qui est l'objet d'une particulière vigilance de notre part, mais aussi de la part du président Déby. La montée en puissance du G5 Sahel qui réunit la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad est au centre des discussions. Confrontée à des difficultés de financement, la coalition des 5 pays du Sahel peine à remplir convenablement sa mission. En témoignent les attaques récurrentes contre ses positions, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Il faut maintenant que les opérations puissent reprendre le plus rapidement possible. Elles ont été évidemment interrompues par la saison des pluies, mais il faut que dès que la fin de cette saison se termine, c'est-à-dire maintenant, on puisse très rapidement reprendre un rythme soutenu d'opération. Le Tchad, relativement épargné au Sahel, est en revanche engagé sur un autre front, celui de la lutte contre Boko Haram.
Vaincu militairement il y a 2 ans, le mouvement extrémiste semble avoir retrouvé des capacités opérationnelles, en témoignent les attaques dans les 4 pays riverains du lac Tchad ces derniers mois. En bref, les 2 rappeurs Booba et Caris écopent d'une peine de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Une condamnation qui fait suite à une bagarre virulente entre les 2 artistes en plein aéroport d'Orly en août dernier. Dans l'actualité économique, le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance pour l'année à venir. En cause, la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine. Le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance. En cause, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Malgré le dynamisme actuel de la demande aux États-Unis, nous avons revu à la baisse ces prévisions de croissance pour 2019 en raison de l'adoption récente de tarifs douaniers sur un large éventail d'importations de Chine et des mesures de représailles de la Chine. La croissance prévue de la Chine en 2019 est également en baisse. Les politiques intérieures chinoises sont susceptibles d'empêcher un déclin de la croissance encore plus important que celui que nous prévoyons. Résultat, le FMI table sur une croissance stable pour les États-Unis, 2,9% cette année. Elle devrait s'accélérer puis s'essouffler l'année prochaine sous la pression chinoise. Les taxes douanières que se sont imposées l'un l'autre, les Chinois et les Américains, vont peser sur leur croissance. En 2017, la croissance chinoise s'établissait à 6,9%. Elle devrait retomber à 6,6% pour 2018. 25 000 signatures, c'est ce qu'a réuni Amnesty International pour soutenir SOS Méditerranée. L'ONG gère le navire Aquarius, le dernier qui vient en aide aux migrants en mer. Il s'est vu retirer son pavillon panaméen fin septembre, déposé au Conseil fédéral suisse. La pétition demande un nouveau pavillon au pays. L'Aquarius est actuellement à quai, au port de Marseille. Toujours en mer, dimanche, un bateau tunisien a heurté un porte-conteneur chypriote à 28 km au large des côtes corses. 600 tonnes de fioul sont à la dérive en mer Méditerranée. Ce matin, le Premier ministre de l'Environnement français, François de Rugy, s'est rendu sur place pour constater l'étendue des dégâts. L'épopée se sera bien mal terminée dimanche pour le navire Ulysse, entré en collision avec un porte-conteneur chypriote au large des côtes corses. Les 2 bateaux sont encastrés depuis. Conséquence, 600 tonnes de fioul se déversent dans la mer Méditerranée. Nous avons une fuite d'hydrocarbures dès le début de la collision entre les 2 navires. Et donc nous surveillons de très près. Les services de l'État, de la Marine nationale sont mobilisés pour surveiller cette nappe d'hydrocarbures qui évidemment bouge à la surface de la mer. Il y a toujours une crainte. Dès qu'il y a une fuite d'hydrocarbures, c'est un mélange notamment de fioul lourd qui peut produire, évidemment, si jamais il venait jusqu'aux côtes, qui peut produire des dégâts de pollution. C'est pourquoi nous mobilisons tous les moyens de l'État pour pomper ce produit. Juguler la pollution, mais aussi comprendre ce qui s'est passé sur le navire tunisien. À son bord, 45 personnes, des conditions météo pourtant bonnes. Une enquête est ouverte pour pollution consécutive à un accident maritime. On sait que la question de la navigation dans le canal de Corse est une question épineuse, plus de 12 000 bateaux par an, de forts enjeux écologiques en termes de faune, de flore terrestre et maritime. Le trafic a tendance à s'intensifier, raison de plus pour le réguler, pour renforcer les instruments de veille, d'intervention aussi. J'ai eu l'occasion de dire au ministre de l'écologie qu'il fallait sans doute réfléchir au renforcement des moyens sur place, puisque cet incident, heureusement, n'a pas eu de conséquences néfastes. Mais c'est aussi, comme d'habitude, une part de facteur chance, et notamment le fait que les vents et les courants ont entraîné la nappe vers le large et non pas vers les côtes. Sur place hier pour contrôler les opérations, le ministre de l'Environnement a souligné le comportement anormal de l'Ulysse. Le plan Polmar contre la pollution en mer est activé. 7 navires français et italiens sont mobilisés. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine édition sur 54 One.